Dans l'actualité ce soir, 10 jours après son évasion, Jean-Pierre Trébert, toujours recherché par la police, donne de ses nouvelles. Dans une lettre à un magazine, il clame son innocence dans l'affaire Giraud. Un document France 2 sur un marché de la drogue à ciel ouvert aux portes de Paris. Loin de diminuer, le trafic de crack prospère en plein centre-ville. Les riverains exaspérés interpellent les autorités. Reportage et réaction dans un instant. L'élection du directeur général de l'UNESCO à Paris vire à la bataille diplomatique. La candidature de l'Égyptien Farouk Hosni, qui par favori fait scandale. Il avait menacé de brûler des livres israéliens s'il en trouvait dans les bibliothèques de son pays. Le gouvernement veut porter un coup décisif au campement de migrants à Calais. Éric Besson annonce la fermeture de la zone la semaine prochaine. Nous entendrons les réactions sur place. J'ai 15 ans et je choisis mon père. Le dossier de cette édition sera consacré aux enfants otages du divorce. Les conflits sont en baisse, mais ils restent nombreux. Des années après, nous suivrons le parcours d'une adolescente tiraillée entre ses parents. Enfin, la nouvelle jeunesse d'un emblème du patrimoine français. C'est demain que sera mis en service le barrage qui va permettre de désensabler la baie du Mont-Saint-Michel. Le site compte plus de 3 millions de visiteurs chaque année. Bonsoir et bienvenue à tous. Pour commencer donc, un fugitif qui se joue des recherches policières et qui s'adresse directement à la presse. On l'a appris en fin d'après-midi, près de 10 jours après son évasion spectaculaire. Jean-Pierre Trébert a donc écrit au magazine Marianne, Hakim Abdelkalek, Annie Triboire. C'est la carte de détenu à la maison d'arrêt d'Auxerre de Jean-Pierre Trébert. Il l'a jointe à son courrier pour l'authentifier. Une lettre manuscrite de 2 pages, envoyée à l'hebdomadaire Marianne. Je ne me suis pas évadé, j'ai repris une partie de ce que les assassins, les vrais, m'ont volé car je ne supportais plus la détention, étant au bord du suicide, ce qui aurait arrangé les affaires des coupables et des personnes qui ont instruit cette affaire à charge contre moi. Il dénonce un acharnement judiciaire, l'absence de présomption d'innocence et formule 2 exigences. Je veux que le juge ou le procureur donne l'intégralité des photos prises à Château lors des perquisitions. Je veux aussi la diffusion dans la presse des 2 portraits robots. Sans autre précision, il termine sa lettre en écrivant « J'ai donc choisi cette solution d'évasion qui n'est pas la meilleure, mais c'est peut-être le seul moyen de me faire entendre avant le procès où je serai présent. » Jean-Pierre Trébert est en cavale depuis son évasion à Auxerre le 8 septembre. Suspecté du meurtre de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier, il doit être jugé au printemps 2010. Voilà donc pour les derniers développements de cette affaire Trébert. Toujours à propos des prisons, cette dernière minute, Michèle Alliot-Marie, la ministre de la Justice, vient d'annoncer que des explosifs ont été découverts à l'occasion d'une fouille sur un détenu dans la prison de Meaux. On n'en sait pas plus pour l'instant. J'en viens maintenant à ce document sur ce qu'il faut bien appeler un supermarché de la drogue à ciel ouvert. À Saint-Denis, tout près de Paris, en plein centre-ville, le crack se vend et se consomme en toute impunité. Dans un instant, on entendra l'inquiétude et le désarroi des riverains. D'abord ces images, un trafic au vu et au su de tous. Reportage Jérôme Bermin, Mourad Bouretima. Face à la gare de Saint-Denis, chaque matin, tout le monde presse le pas. Des milliers de voyageurs prennent la direction de leur travail. Mais d'autres errent au ralenti. Les gens du quartier les appellent les zombies. Ce sont des toxicomanes, des fumeurs de crack, un puissant dérivé de la cocaïne. Ils déambulent, leur pipe à la main, prêts à l'usage. Ils attendent leur fournisseur. Il est à peine 9 h du matin. Et les dealers, les voici. Ils ne se cachent pas non plus. Leur rituel est bien rodé. Un premier vient dissimuler la drogue dans la barrière métallique. Un bon moyen de ne jamais rien avoir sur soi. Et le marché de la drogue s'installe. Le groupe de dealers grossit, les usagers se précipitent. Le commerce commence. Le vendeur récupère l'argent, de 20 à 50 € la dose. Et parfois ce n'est pas assez. On fait les fonds de poche, jusqu'à la petite monnaie. Le dealer prend des précautions. Il s'écarte, se méfie d'un flagrant délit. Il regarde de tous côtés, puis se dirige vers le bord du trottoir et s'accroupit. C'est le signal. La cliente s'approche. Il lui donne un petit caillou jaunâtre, du crack. La jeune femme repart, jette un coup d'œil pour vérifier ce qu'elle vient d'acheter. Et les ventes s'enchaînent.
En 15 minutes, nous en constatons 5. Et l'endroit est idéal pour les usagers. Ils n'ont qu'à se rendre sur le quai du canal pour consommer en toute tranquillité. Encore un groupe d'acheteurs, quand soudain, 3 policiers en civil les interceptent. Puis ils arrêtent celui qu'ils croient être le vendeur. Mais il n'a rien sur lui, et pour cause. Nous savons que tout est caché dans les barrières. Les usagers aussi sont fouillés. Le crack est récupéré. Quelques instants plus tard, tous seront relâchés. Dans les faits, les consommateurs sont rarement interpellés. Pas de dealer, pas de flagrant délit. La police repart. 40 minutes plus tard, le groupe s'est reconstitué, encore plus nombreux. Et les affaires reprennent de plus belle. Au vu et au su de tous, ce marché de la drogue existe depuis plus d'1 an. Les 2 à 3 000 usagers d'Île-de-France connaissent tous cet endroit. Alors voici maintenant comment réagissent les riverains. Ils ont reçu il y a 36 heures la visite mouvementée du ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux. Amaury Guibert, Frédéric Bonne. En cette fin de journée, le parvis de la gare de Saint-Denis se vide. Rares sont les riverains qui osent encore sortir de chez eux. L'insécurité liée au crack fait partie de leur quotidien. Pour beaucoup de personnes, c'est même plus un sentiment. Hein. Je veux dire, c'est une réalité en fait. Ils l'ont vécu. Là, j'ai mon petit sac, mais on le serre très très fort. Et puis on fait en sorte de tracer sans regarder ni à droite ni à gauche pour ne pas provoquer qui que ce soit. Mais ce soir-là, les forces de l'ordre sont présentes en nombre. Le ministre de l'Intérieur vient observer la situation, décrite le matin même dans la presse. Et à peine descendu de voiture, il est apostrofé. Et vous venez observer, mais le vide a été fait, il n'y a plus personne. Vous venez observer quoi? On n'en peut plus. On n'a plus aucun moyen. Car cela fait 2 ans que les riverains dénoncent le problème, sans résultat. Julie, on va essayer d'améliorer les choses. Ok. Voilà. On va essayer. Et le ministre doit rappeler quelques évidences. On doit lutter naturellement contre les grands réseaux de trafiquants, mais on doit lutter aussi sur les petits trafics. Et pour nous, il n'y a pas de territoire oublié, de population négligée ou de forme de délinquance tolérée. Parmi les mesures à venir, l'ouverture 7 jours sur 7 du poste de police. Mais beaucoup craignent que cette présence renforcée ne repousse le problème dans un autre quartier ou une autre ville. Voilà pour ce dossier, vous le découvrirez plus longuement dans le magazine Complément d'enquête de Benoît Duquesne, lundi 28 septembre, notez-le. Autre actualité de cette journée, cet attentat dévastateur qui a fait 16 morts en pleine ville à Kaboul en Afghanistan. Parmi eux, il y a 10 civils et 6 soldats italiens. Plus que jamais, les capitales occidentales s'interrogent sur la stratégie à mener là-bas, alors que les talibans se sentent visiblement de plus en plus forts. Envoyés spéciaux Gérard Grisbeck, Mathias Segaud. L'explosion a été entendue dans toute la ville. Sur cette route très fréquentée du quartier des ambassades, des kamikazes ont fait sauter ce matin un convoi de militaires italiens. Le bilan est lourd, 16 morts, dont 6 soldats, 52 blessés. C'est le 4e attentat ce mois-ci à Kaboul. L'aéroport, qui se trouve tout près, a été fermé. Les soldats français sont toujours en état d'alerte. Ils survolent la ville en rase-motte pour éviter toute attaque. La première base se trouve à 50 km. Tout près d'ici, 10 soldats français ont été tués dans une embuscade il y a 1 an. Depuis, d'autres militaires ont été victimes d'engins explosifs. Le kamikaze, le véhicule suicide, c'est un peu plus traite que l'embuscade qui va être 200 mètres plus loin où à la limite on peut réagir en soldat. Le kamikaze, il n'y a rien à faire, donc c'est peut-être ça effectivement ce qui est le plus angoissant. L'angoisse de tomber sur une mine au passage du véhicule. Les 2 tiers des soldats occidentaux tués en Afghanistan ont été victimes d'engins piégés. Le ministre français de la Défense est venu soutenir le moral des troupes et expliquer qu'il faut changer de stratégie. La victoire militaire seulement est impossible. Elle ne peut pas être seulement militaire, mais l'échec est impossible. On l'aura compris, il faut aussi, grâce à l'aide humanitaire, gagner les cœurs et les esprits des Afghans. Afghaniser la guerre, cela veut dire former une police, une armée, gagner de la population. Cela prend du temps. Et le temps, c'est justement ce qu'il manque aux troupes occidentales face à l'avancée des talibans.
Et puis, sachez que le terroriste présumé le plus recherché d'Indonésie a été tué aujourd'hui par la police. Nordin Mohamed Top était notamment soupçonné d'être le cerveau de l'attentat de Bali en 2002 et de Jakarta l'an dernier. Toujours dans l'actualité internationale, ce malaise à l'UNESCO, organisation dédiée à l'éducation, à la culture, au dialogue. Elle doit élire son directeur général ce soir. La candidature de l'Égyptien Farouk Hosni, qui par favori fait de gros remous. Il avait menacé récemment de brûler des livres israéliens s'il en trouvait dans les bibliothèques de son pays. Bernard Lebrun, Jérôme Bonny, Jean-Jacques Le Garec. L'UNESCO cherche son nouveau directeur général. Aux lunettes sombres, l'Égyptien Farouk Hosni, 71 ans, favori controversé. Chacun des 9 candidats sont depuis lundi auditionnés par les 58 ambassadeurs des États membres, y compris bien sûr le candidat égyptien. Favori donc, qui bénéficierait de la voix de la France. J'espère. Artiste peintre de formation, malgré des apparences d'homme politique, Farouk Hosni, proche du président Moubarak comme il se doit, a fait carrière en flattant l'opinion publique égyptienne sur ses sentiments anti-israéliens. Au Parlement égyptien l'an dernier, il a déclaré dans un couloir « Je brûlerai moi-même les livres israéliens s'ils s'en trouvaient dans les bibliothèques égyptiennes. » Depuis, le candidat à l'UNESCO aime à se faire filmer sur les chantiers de restauration de rares synagogues en Égypte, ce qui ne change rien pour ses adversaires. Donner les rênes de l'UNESCO à quelqu'un qui a dit qu'il brûlerait de ses propres mains des livres écrits en hébreu qui se seraient subrepticement glissés sur les rayonnages de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est une farce pitoyable. Au contraire, le président des familles de déportés de France soutient cette candidature. Farouk Hosni a publié dans Le Monde une lettre de repentance et ma foi, j'apprécie quand quelqu'un revient sur ce qu'il a dit et avoue qu'il a eu tort. En clair, le vote pourrait être très serré. Un vote qui a lieu en ce moment même. Aucun vainqueur n'a été désigné au premier tour. 2 mots encore de l'actualité internationale. D'abord, Barack Obama annonce l'abandon du projet de bouclier antimissile en Europe. Il devait être installé en République tchèque et en Pologne. Ce projet, très contesté par la Russie, ne verra pas le jour, donc en tout cas sous la forme prévue initialement. La Maison-Blanche se défend de toute négociation avec Moscou. Elle indique que la menace n'est plus la même. Et puis les orages ont fait des dégâts dans le sud de la France. Eh bien, ils ont été bien pires encore en Espagne. Image ici de Murcie et d'Andalousie. On compte 3 morts au total, dont un couple emporté à bord de sa voiture. 12 régions au total ont été placées en état d'alerte. Retour en France, on reparle des conflits dans les divorces. Les séparations à l'amiable, vous le savez, sont de plus en plus pratiquées, mais les contentieux restent souvent douloureux et les enfants en sont parfois les otages. Voici l'histoire d'une adolescente dont le père avait été accusé à tort il y a 10 ans d'attouchement sexuel. Son cas avait été médiatisé à l'époque. Aujourd'hui, sa fille s'estime en âge de choisir. Elle a décidé de vivre sous son toit. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anne Guéry, Jean-François Monnier. C'est une grande première pour le père et la fille. Réorganiser la maison pour vivre sous le même toit, vivre ensemble, tous les jours. T'as vidé les tiroirs des jouets qui sont à toi? Oui. Laure est une enfant du divorce, un divorce explosif. Pendant 13 ans, elle a vécu avec sa mère en Outre-mer, très loin de son père. Mais cet été, à 15 ans et demi, elle a changé le cours de cette histoire. Elle a mis sa mère au pied du mur. Je lui ai dit que j'allais pas rentrer. Tu voulais rester avec mon père. Cette décision, son père en rêvait, mais sans trop y croire. Ce qui est complètement légitime, elle a peur de faire. Je savais que les circonstances dans lesquelles nous avions été séparés étaient parfaitement injustes et parfaitement injustifiées. Et j'ai du mal à en parler sans être ému. Oui, bien sûr. Il est trop mignon. Ému, Dominique Marion, car ce père-là revient de très loin. Nous l'avions rencontré il y a 10 ans avec d'autres pères. Tous étaient en instance de divorce et accusés par leur ex-femme d'attouchement sexuel sur leurs enfants. Dans les années 90, l'inceste, c'était l'arme nucléaire utilisée par certaines femmes contre leur mari. Cela fait 2 ans que Dominique Marion attend d'être jugé. Et il a peur que sa petite fille, avec le temps qui passe, apprenne à ne plus l'aimer.
Ce qui est dramatique dans ces affaires, c'est la coupure qui intervient entre l'enfant et son père. En 2002, Dominique Marion a été innocenté, mais l'accusation a laissé des traces. Ça fait pas très longtemps que j'arrive à la toucher. Ça fait pas très longtemps que j'arrive à la prendre dans mes bras et à l'embrasser. Vous l'interdisiez? Bien sûr. Et depuis l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, je n'ai plus jamais donné une douche à Laure. Je ne l'ai plus jamais emmenée aux toilettes. Enfin bon, accomplir quand elle était petite des gestes de la vie courante. Pendant 10 ans, Laure a vu son père uniquement pendant les vacances. Et avec l'idée en tête que c'était un père dangereux. On m'a appris à haïr mon père, en fait. Il fallait pas que je l'aime. J'avais pas le droit de l'appeler papa. C'était interdit. Tu posais des questions? Pas tellement parce que avec ma mère c'était très clair. Enfin, il n'y avait pas de questions à poser, j'avais pas à douter de sa parole. Je me dis que je sais pas. Ça a un peu gâché mon enfance, quoi. J'ai toujours été élevée. Déjà, j'ai vécu seule avec ma mère. Si j'avais eu une famille, ce serait sûrement différent. Enfin, ça se passerait pas comme ça aujourd'hui. Et puis, je serais sûrement différente aussi. Peut-être mieux construite. Pour mieux comprendre, nous avons contacté la mère de Laure, qui réside à La Réunion, en vain. C'est son avocate qui nous a rappelé. Et pour elle, Laure est sous influence. À 15 ans et demi, on n'est pas vraiment à même de déterminer dans quelles conditions il est bon de vivre ou non. Elle est un peu jeune pour ça. C'est une enfant qui est beaucoup trop jeune pour envoyer des messages électroniques tels que ceux qu'elle a envoyés récemment à sa mère. Il y a une manipulation, ce n'est pas correct et en plus c'est vraiment source de traumatisme. Surtout je suis fatiguée de la manière dont les choses se passent, quoi. Ça pourrait être tellement simple et ça devient tellement compliqué. Une enfant prise en tenaille, pétrie de culpabilité, tantôt à l'égard de son père, tantôt à l'égard de sa mère. Laure a 15 ans et demi et sur ses frêles épaules un lourd fardeau, l'histoire conflictuelle de ses parents. Autre titre de l'actualité, le gouvernement veut porter un coup décisif au campement de migrants à Calais. Le ministre de l'Immigration, Éric Besson, annonce la fermeture de la zone la semaine prochaine. Sur place, vous allez l'entendre, les réactions sont sceptiques, inquiètes ou soulagées. Denis Guérin, Dominique Mas. Au cœur de la jungle, descente de police ce matin, aucune arrestation, mais fouille systématique des abris de fortune. Le tout sous le regard des migrants et des bénévoles qui les soutiennent, les prémices d'un démantèlement de grande envergure. De toute façon, c'est déjà en route, là, ça y est, la machine, là, c'est le rouleau compresseur est mis en place. Ce squat insalubre, sans toilette, où se sont entassés cet été jusqu'à 1000 réfugiés, principalement afghans, et donc amenés à disparaître. La nouvelle a fait le tour du camp en quelques heures. S'il n'y a plus de camp, où est-ce qu'on va aller? Ailleurs? C'est un gros problème. Et pour nous aussi. Pour eux, en revanche, c'est un soulagement. On a vraiment marre. C'est vrai que... À quelques mètres de là, les riverains n'en peuvent plus. Dans ce quartier de Calais, proche du port, la cohabitation est devenue impossible. Moi, 4 fois, j'ai porté plainte pour tentative d'agression. Donc on peut plus se balader sans être agressé. Donc je les comprends, hein, leur situation est précaire. Il faut que ça cesse. Il faut, parce que je crois que ça va tourner mal. L'exaspération des uns, la solidarité des autres. Pour les associations humanitaires, la fermeture de la jungle ne règle en rien la question des migrants. Ils ne vont pas attendre les mains dans les poches, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à partir, ils vont aller se cacher à l'extérieur de Calais, et dans 15 jours, 3 semaines, ils reviendront pour former un autre squat. Les candidats à l'exil n'ont plus le choix, il leur faut déménager, ou mieux encore, passer en Angleterre. Et à noter que le Parti socialiste critique la décision du gouvernement. Les migrants seront renvoyés à une clandestinité encore plus grande et à davantage de violence, dit-il. L'économie, ils étaient plusieurs milliers à défiler à Paris. Des salariés de l'automobile et de la sous-traitance ont manifesté à la Bourse contre la logique financière, disent-ils, des groupes industriels du secteur. Un lieu déserté, vous le savez, par les traders, mais qui reste symbolique. Yves Ginca, Alain Locassio. Ils ont pris la bourse. Ils sont tous là, les licenciés de l'automobile, les Continental, les Goodyear, les Valeo. À l'intérieur, pétards et slogans, des graffitis et quelques dégradations.
Aujourd'hui, c'est qui se fait dégrader tous les jours? C'est bien nous. Qui se dégrade par son emploi, qui subit tous les jours? C'est bien les ouvriers aujourd'hui, tous les ouvriers de France malheureusement. La corbeille de la bourse, symbole du capitalisme, est jonchée de détritus. Une action pour dénoncer ce qu'ils appellent des licenciements boursiers. C'est quand même le temple, c'est là où la crise a commencé, où certaines personnes ont joué au Monopoly avec l'argent des Français. Dehors, ils sont plus de 2000. Et pour eux, la crise est loin d'être terminée. Vous savez, la tête, on ne l'a pas baissée pendant 6 mois, on va certainement pas la baisser aujourd'hui. La bagarre, elle va continuer. Ils se sont donné rendez-vous le 7 octobre pour une nouvelle journée de manifestation. Et ce soir, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour préparer le G20 de Pittsburgh la semaine prochaine. Il s'agit de trouver des positions communes sur la régulation financière et notamment les bonus. À noter d'ailleurs que la Suède, qui assure la présidence de l'Union en ce moment, se prononce pour un plafonnement de ces bonus. Et à ce propos, voici le résultat de la question de la semaine. Je vous en rappelle l'intitulé. Par rapport à il y a un an, votre situation économique et financière est-elle meilleure ou pire? Résultat sans appel, elle est pire pour 88,4% d'entre vous et meilleure pour 11,6%. Vous avez été près de 17 000 à nous répondre. Merci à tous. La justice maintenant, la justice et la politique avec le procès phare de cette rentrée. Il s'agit de la célèbre affaire Clearstream. L'audience commence lundi. Pour le dire en 2 phrases, il s'agit de ces fameuses listes de titulaires de comptes occultes sur lesquels quelqu'un a rajouté les noms de personnalités, et notamment celui de Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin est soupçonné d'avoir participé ou d'avoir tenté de profiter de cette machination. Et derrière l'affaire judiciaire, il y a donc aussi un affrontement sans merci entre 2 hommes, un ancien Premier ministre et un président de la République. Dominique Verdaillan, Hervé Pozzo. Ce jour-là, les 2 hommes faisaient assaut d'amabilité. C'était à celui qui laissait passer l'autre. Mais derrière ce protocole de façade, il y a 2 ambitions politiques et surtout un affrontement judiciaire. Au centre de cette confrontation, les listings d'une banque luxembourgeoise où figurent des personnalités suspectées de dissimuler à l'étranger de l'argent de commissions occultes. Le nom de Nicolas Sarkozy y figure. Dans le plus grand secret, Dominique de Villepin diligente plusieurs enquêtes sur ces listings. Un mystérieux corbeau les envoie à un juge. En fait, ces listings sont des faux, mais personne ne cherche alors à stopper la manipulation. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Dominique de Villepin. Détruite la politique, lorsqu'on doit se défendre de misérables machinations organisées par des officines cherchant à compromettre et des apprentis comploteurs cherchant à salir. Cette politique-là ne doit plus avoir droit de cité dans notre République. C'est la raison pour laquelle j'irai jusqu'au bout de l'exigence de vérité, car on ne doit plus jamais connaître des scandales de cette nature dans la République française. En janvier 2006, Nicolas Sarkozy sera le premier à se constituer partie civile. 41 personnalités citées dans les fameux listings le suivront. Audition, perquisition, Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, ressort du pôle financier avec le statut de mise en examen. Je ne vous cache pas que ces mises en cause sont douloureuses pour moi et pour ma famille, mais je me battrai. Tout au long de l'instruction, Dominique de Villepin n'aura de cesse de répéter qu'il n'a rien à se reprocher. J'ai indiqué que cette action avait été, à mon sens, irréprochable et qu'on ne saurait à aucun moment m'impliquer dans une quelconque affaire de dénonciation calomnieuse. Nous sommes à 2 ans de l'élection présidentielle. Loin des micros, des caméras, chacun des 2 rivaux distille à dessein des petites phrases assassines. Je retrouverai le salopard qui a monté cette affaire et il finira pendu à un croc de boucher. Ça y est, on le tient. Jacques Chirac, lui, n'a jamais vu de rivalité entre ces 2 ministres. Je ne vois rien dans le fonctionnement du gouvernement qui me conduise à considérer qu'il y a une rivalité insupportable entre le ministre d'État et le Premier ministre. Nicolas Sarkozy veut savoir qui a cherché à le compromettre. Dominique de Villepin dénonce un procès politique instrumentalisé par le chef de l'État. Pour ses avocats, le dossier Clearstream s'est résumé à un combat de chef. Curieux, avant le dossier n'intéressait personne. Dès le jour où M. Sarkozy était partie civile, il intéressait tout le monde. Et les juges
ont voulu en faire un dossier Sarkozy-Villepin, oubliant toutes les autres victimes de cette opération. Une rivalité politique qui est désormais entre les mains de 3 juges. À eux de dire s'il faut condamner ou relaxer Dominique de Villepin. À eux de dire s'il faut reconnaître ou non à Nicolas Sarkozy son statut de victime. Jamais, en tout cas dans la Ve République, une décision judiciaire n'aura pesé autant dans la vie politique. Il est 20h23, restez avec nous. À suivre, il était poursuivi par le remords. Nous découvrirons l'histoire de cet homme qui a avoué sa participation à un crime 34 ans après les faits. Le jour J pour le Mont-Saint-Michel, c'est demain qu'entre en service le barrage pour désensabler le site et lui rendre sa jeunesse. Et puis une exposition pour comprendre ce qu'a été la peinture de la Renaissance à Venise. Le Louvre a réuni Titien, Tintoret et Véronèse. D'abord donc les chemins mystérieux de la culpabilité. Les policiers de Saint-Étienne ont eu la surprise de recevoir la visite d'un homme venu avouer sa participation à un meurtre commis 34 ans plus tôt. Son remords ne s'est jamais effacé avec les années. Sur place, Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. Il a vécu pendant 34 ans avec son secret. S'il a échappé à la prison, sa conscience pendant toutes ces années ne l'a pas laissé en paix. Moi, j'étais pas à l'aise. C'est-à-dire Je dormais mal, je faisais des cauchemars. Des moments, la nuit, je me réveillais, je pensais à ça. Je suis inhumain. Le poids d'un meurtre. C'était un soir de 1975 dans une épicerie d'Annemasse. Il avait alors 19 ans. Mon cousin m'a dit tu viens avec moi. Il m'a fait rentrer dans une épicerie, c'était. Et là, il y avait une vieille dame. Et là, c'est là où il a sorti une matraque, il l'a frappé. Mais je me t'es fou, tout. Et je paniquais, je savais pas où me mettre. Le lendemain, on retrouvera le corps sans vie de l'épicière, bâillonné, roué de coups. L'enquête échouera. Avec le temps, il a fini par se confier à son curé, son médecin, avant de tout avouer à la police. Et depuis que vous avez parlé, vous vous sentez comment? Je m'en sens libéré, c'est tout. Libéré? Oui. Des aveux tardifs. Les faits sont prescrits depuis longtemps. Et pourtant, la police va enquêter d'abord en exhumant le dossier des archives, puis en menant des auditions. C'est très difficile de ne pas savoir ce qui s'est passé, autant pour nous policiers que surtout pour la famille. La famille de la victime, qui 34 ans après, découvre enfin une vérité. Je suis vraiment contente qu'enfin quelqu'un a eu un trait de lucidité pour dire non, il faut que ça se sache. Le mystère du meurtre de l'épicière d'Annemasse est donc en grande partie levé, même si ses auteurs présumés ne seront jamais jugés. La nouvelle jeunesse d'un emblème du patrimoine français, le Mont-Saint-Michel, 3 millions de visiteurs par an, va redevenir une île. Le barrage qui va permettre de désensabler la baie est mis en service demain. Gilles Marinet avec nos confrères de France 3 Rennes. Le Mont-Saint-Michel est encore une île, mais seulement 50 jours par an, lors des grandes marées. Le reste du temps, le visiteur contemple une baie ensablée et des prairies qui avancent vers le rocher. Coupable, ce fleuve côtier, le Couesnon, qui déverse limon et sédiments dans la baie. La solution, un barrage. Il retient le cours d'eau et le relâche chaque jour dans la baie, à marée basse, comme une immense chasse d'eau d'1 million de mètres cubes. Il s'agit qu'il y ait une masse d'eau la plus importante possible qui lamine les fonds pendant longtemps pour emporter les sédiments loin au large dans la baie. Le système a déjà fait ses preuves. Les lâchers d'eau entraînent les sédiments au large. Il devrait également petit à petit détruire les langues de terre qui défigurent la baie. On va permettre au fleuve de retrouver de la force, de la puissance, ce qui va permettre au fleuve d'avoir un tracé beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus direct et de peu à peu effacer les virages qui s'est créés depuis 40 ans. Autre problème, la digue, avec la route d'accès. En bloquant les courants et marées, elle contribue à l'envasement. D'ici à 2015, elle sera détruite et remplacée par une passerelle de 700 mètres de long, réservée aux piétons et aux navettes. Dégagée des terres qui l'étouffent, la cité du Mont-Saint-Michel redeviendra une île environ 150 jours par an. L'actualité des médias, en bref, avec le lancement d'une campagne d'information sur le passage à la télévision tout numérique. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, l'a présenté, ce passage, comme la plus grande évolution depuis l'arrivée de la couleur. La transition se fera région par région à partir de février et toute la France aura basculé en novembre 2011. Des clips vous seront présentés sur ce sujet. Image signée David Fossard. Un cours de rattrapage maintenant pour tous ceux qui ne comprennent pas en quoi la Renaissance a été un
tournant pour la peinture. Le Louvre réunit plus de 60 toiles de Titien, Tintoret et Véronèse, en particulier des nus féminins. Puissance d'expression, détails réalistes. La visite avec Isabelle Béchler et Mathieu Nivenglowski. Les belles vénitiennes du XVIe siècle offrent leurs appâts sur les murs du Louvre. Ces trois peintres les ont observés et magnifiés, chacun à sa façon. Leur émulation a duré toute la deuxième partie du siècle. Elle éclate dans ces tableaux de la vertu féminine assaillie. Ici, le Titien peint Lucrèce qui résiste encore à Tarquin qui la viole. Le roi est armé et a jeté son dévolu sur elle. Malgré la sensualité de la scène, il cherche à révéler l'horreur de la situation, des viols qui peuvent avoir lieu. Et on voit là Titien, Tintoret et Véronèse chercher à représenter chacun à sa façon, de la façon la plus forte possible, le drame qui est en train de se jouer. Même assaut de bestialité 10 ans plus tard par le Tintoret. Nous sommes dans l'action. Le baldaquin craque, le collier de perles de la belle vient de se rompre, la lumière plus tranchée accentue l'horreur du moment. À coups de posture, de drapés, d'accessoires, de muscles et de couleurs de peau, les peintres rivalisent. La manière qu'a Titien de représenter la carnation féminine est incomparable. Il montre le sang qui circule sous la peau, mais de façon imperceptible. Véronèse est plus fidèle à Titien dans sa manière de montrer comment la lumière joue sur le corps féminin que Tintoret, où les carnations sont plus unies, sont plus uniformes. Ici, chez Véronèse, la vertu effarouchée est en proie à la concupiscence du dragon. Mais l'issue du drame sera heureuse. Et la fraîcheur des couleurs en témoigne, car Persée fond comme un aigle et sauvera la pauvre Andromède. Il l'épousera même pour faire bonne mesure, après avoir arrêté le désir dévastateur du monstre. Quelques mots de football. Lyon réussit une entrée solide en Ligue des Champions. 1-0 hier soir au stade Gerland contre la Fiorentina, réduite à 10 la moitié du match. But signé Pjanic à un quart d'heure de la fin. À noter dans les autres matchs, le match nul 0 partout de Barcelone à Milan ou encore la victoire d'Arsenal en Belgique face au Standard de Liège. D'abord mené 2-0, les Anglais l'ont finalement emporté au mental 3-2. Avant de refermer ce journal, un détour par le plateau d'À vous de juger qui fait son retour. Bonsoir Arlette Chabot, vous recevez ce soir un homme dans la lumière, un homme très courtisé depuis son succès aux Européennes, Daniel Cohn-Bendit. Oui, voilà, c'est effectivement l'homme de le presque été avec son succès aux élections européennes. Et depuis, on se demande que va faire Dany. Va-t-il repartir en Allemagne? Va-t-il rester auprès des Verts en France? Va-t-il participer à la reconstruction de la gauche? Va-t-il essayer de créer un grand mouvement démocrate autour de lui? Nous lui demanderons s'il restera avec nous jusqu'en 2012. Il débattra évidemment avec Claude Allais, qui, on le sait, n'aime pas toujours ce que proposent les Verts. Et puis il parlera aussi de l'avenir du PS et de la gauche avec Manuel Valls. Voilà, Daniel Cohn-Bendit. Et puis après, vous l'avez évoqué dans votre journal, eh bien, nous débattrons autour de l'affaire Clearstream, le grand procès de l'année. Une pause, une respiration, et ce sera Daniel Cohn-Bendit. On vous retrouve dans un instant, Arlette, c'est en direct dans quelques minutes. Le temps d'abord de vous présenter ces 100 clichés pour la liberté de la presse. Animaux, paysages, très belles couleurs, c'est le nouvel album photo de Reporters sans frontières, 9,90 €. Rappelons que 166 journalistes sont actuellement emprisonnés dans le monde. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. 10 jours après son évasion, Jean-Pierre Trébert, toujours recherché par la police, donne de ses nouvelles. Dans une lettre au magazine Marianne, il clame son innocence dans l'affaire Giraud. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Tania Young. Pas vraiment de quoi se réjouir. 20h35, donc à vous de juger. Demain, 13h, Élise Lucet. À 20h et tout le week-end, Laurent Delahousse. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.